Bon, à tout le monde et à Tov. Donc bonsoir et on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire, donc du lundi soir, pour continuer. Michael Al-Khaïl, Kol Hashoneh Halachot V'Kol Yom, celui qui apprendait Halachot chaque jour, Muftach Lo, il a la promesse formelle, Shubon Alamaba, il aura droit au Lamaba. Donc on continue, et comme d'habitude, un petit mot de Chizuk sur la Torah, il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec la paracha. On a quitté la paracha de Pinchas en attendant Matot Matzeh. Dans Matot Matzeh, donc je vais redire un petit mot, j'ai eu l'occasion de dire, sur la paracha de Pinchas, donc Pinchas ou Eliaou qui a pris une misrot nefesh extraordinaire. Et dans cette paracha, nous a apporté donc la fameuse épisode des Benot Zelophrad. Les Benot Zelophrad ont été mechadesh quelque chose. Une halakha qui a été oubliée par Moshe Rabbeinu, à savoir que lorsque une famille perd le chef de famille, le père, et que ce père, ce couple n'a que des filles, est-ce que les filles héritent de la part du lopin de terre que les parents ont reçu en héritage en rentrant en Eretz Israël? C'est une halakha qui a été oubliée. Il a fallu que Moshe Rabbeinu demande directement à Akash Baruch Hu qu'est-ce qu'on fait. Et Akash Baruch Hu a répondu positivement pour les Benot Zelophrad qui étaient des petites caniotes. Elles ont raison, elles ont droit. Une autre paracha à la fin, c'est de la semaine d'avant, on nous raconte aussi la fameuse action tellement méritoire de Pinchas ou Eliaou, à savoir lorsque Abo el Aramite, celui qui va avec une Aramite, une étrangère, comme ça en public devant tout le monde, c'est un Chidul Hashem extraordinaire. Kanaim Pogimo, des gens qui jalousent la jalousie d'Hachem, ceux qui sentent le Chidul Hashem profondément en leur âme, ils ont le droit de faire justice eux-mêmes et de tuer ce couple pendant la Vera. Eh bien, cette halakha aussi a été oubliée par Moshe Rabbeinu. Il a fallu que Pinchas, je rappelle, qui nous a enseigné que Kanaim Pogimbo, et Moshe de répondre, puisque c'est toi qui t'es rappelé, alors c'est toi qui veux l'accomplir. Et il l'a fait. La question se pose, comment se fait-il que par deux fois, le Tzadik Ador, le grand de la génération, Moshe, sur le nom duquel toute la Torah a été nommée, Torah de Moshe, la Torah de Moshe, il a oublié ces deux cas. Dans une sikha, le Rabbi développe ce thème et il trouve un dénominateur commun aux deux événements que je viens de rappeler, qui justifie que Moshe ait pu oublier. Comment? Déjà, dans le cas de Benot Zelophrad, les Benot Zelophrad ont dit à Moshe Rabbeinu, notre père n'était pas dans l'assemblée de Korach. Quand il y a eu cette révolution interne, cette remise en question de l'autorité de Moshe et de Aaron, il y avait le clan de Korach et le clan de Moshe, bien le père des Benot Zelophrad, donc Zelophrad est du clan de Moshe. Elles ont rappelé à Moshe Rabbeinu, intervient en notre faveur, tout simplement parce que notre père était de ton côté. Ça veut dire qu'elles ont fait appel à une espèce d'amitié, de kirva que leur père avec Moshe pour demander à Moshe de leur donner la place d'héritage qui était prévue pour leur père. Et cela crée un problème halachique qui s'appelle Negia Badavar, être partie prenante dans un procès. Un dayan qui est partie prenante dans un procès quand il y a des conséquences, quand un impact du psak din, du verdict qui va sortir, il y a un impact sur le dayan est invalide, il n'est pas sourd. Donc Hachem a fait qu'il a oublié cette halakha.
Dans le deuxième événement, vous avez le même concept. Qu'est-ce que l'on voit? Rachid sur place nous dit à la fin de la paracha de la semaine d'avant que, imaginons que Moshe intervienne auprès de Kosi Batsour et lui dise ce que tu fais est interdit. Il se serait vu entendre, mais toi, mon cher Rabbeinu, qui t'a permis de prendre la fille de Yitro qui est un étranger, tu nous reprends de prendre des étrangères, mais toi aussi tu as pris une étrangère. C'est bien sûr de la mauvaise foi, parce que il est marqué dans nos écrits qu'elle s'était convertie, quand il a épousé, il avait tous les idorim qu'il faut. Mais en tout cas, c'est un pitron de paix, c'était une occasion, c'était ouvrir la brèche pour recevoir la critique. Qui te permet, toi, d'épouser Tsipora, qui est une étrangère, et qui vient me reprocher de prendre une étrangère? Encore une fois, par deux fois, on voit qu'il était Noga Badavar. C'est particulièrement. Quand les balais d'inim commencent à porter des accusations sur les Dayanim doivent se retirer. Un grand problème d'ailleurs, parce qu'au fond, on ne peut pas faire des dîners Torah tout simplement parce qu'on n'est pas prenant, on est trop proche d'un des partis, etc. Voilà le point commun qui a fait que je vous fait un S, il a fait que Moshe Rabbeinu il est oublié. Mais Rashi ajoute pourquoi il a fait cette chose. Vous savez, tout, Akashbochou, il est Messavel des Sivot, c'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui arrange les événements, c'est lui qui fait que les paramètres sont disposés d'une certaine manière pour obtenir un but que Dieu a décidé d'obtenir. Parce qu'auparavant, au niveau de Pinchas était un homme méritant, un homme saint, un tzaddik. Et comme il faisait beaucoup de chassadim, Dieu a voulu lui rajouter encore du mérite. On peut avoir des milliers de mitzvot, des milliers de mérites. Ça vaut la peine aux yeux d'Hachem de lui rajouter encore un mérite au point de faire quelque chose d'extraordinaire, de faire oublier à Moshe Rabbeinu une halacha afin que Pinchas ait le mérite de rappeler la halacha et d'accomplir la mitzvah qu'il fallait faire, à savoir Abo el Aramit, celui qui va avec une étrangère, Tanaim Pogimbo, extraordinaire. Avoir un mérite de plus. C'est le point que je voulais retenir de cela. Au-delà du pilpoul à l'achik, qui était Noga Badavar, on voit qu'aux yeux d'Hachem, c'est important de donner du mérite à un juif. Ajouter une mitzvah, on peut être un tzaddik, on peut être très très peu de fautes. Il est important que chacun sache que ajouter une mitzvah dans sa vie, faire plaisir à quelqu'un, le soutenir en cas de besoin. Un garçon qui a besoin de trouver un chidour, l'aider à trouver un chidour. Une jeune fille qui a besoin aussi d'un chidour, qui a besoin d'une parnassa, qui a besoin d'autre chose. Tout ce que l'on peut faire pour aider, il faut le faire. Hachem veut cette chose-là. Et dans le compte général de la vie de chacun, c'est très très important. Je vais vous amener, avant de reprendre donc notre cours de halakha, un sipour de l'époque de Rabbi Chaim de Sand, un grand tzaddik. Rabbi Chaim de Sand avait des chassidim qui s'occupaient de faire toutes sortes de chassadim. Un en particulier qui ramassait de l'argent pour Achnasat Kala. C'est très difficile de marier les jeunes filles. Il n'y avait pas les moyens. Il fallait apporter un trousseau, il fallait apporter un minimum pour trouver un chidour convenable. Et c'était difficile. Donc il y avait des tzadikim, il y avait des gens qui prenaient sur eux de ramasser comme ça, de faire des collectes pour, pas seulement Achnasat Lochim ou Pigon Shvouim, pour les invités ou bien pour acheter les prisonniers, pour Achnasat Kala, pour marier. Un jour, pour trouver de l'argent pour se marier, il frappe à la porte d'un monsieur qui n'était pas réputé pour être généreux, mais bon, qui était riche. On ne sait jamais, il était allé le voir. Le chassid donc cette personne-là, ce riche, il dit ah, c'est bien que tu viens me voir, ça, quel kavod, que me vaut l'honneur de ta visite. Il dit écoutez, l'honneur de ma visite, c'est tout simple. C'est que, comme tu sais, il y a beaucoup de jeunes filles qu'il faut marier, et elles n'ont pas les moyens. Donc, je te demande de participer à une grande mitzvah de Achnasat Kala. Et ce monsieur, ce Gvir, donc, il le regarde, il dit bon, pourquoi pas, il a besoin de combien? Il donne une grosse somme, il ne se laisse pas démonter. Le Gvir dit écoute, on va dire, il s'est levé du bon pied, il était de bonne humeur ce jour-là. Alors, c'est quelqu'un qui donnait, pas comme certaines histoires
c'est des avares patentés qui ne donnaient rien, mais il ne donnait pas beaucoup. Ce jour-là, il a eu un geste généreux. Et il a donné, et Baruch Hashem, grâce à ce don généreux, la jeune fille a pu se marier. Des années passent et ce monsieur est niftar. Bon, il était accompagné au Beth Almin, donc au cimetière, et le Rabbi Chaim de Tzanz a tenu à l'accompagner. Ce qui fait que, imagine un peu le chassidim qui ont suivi le cercueil de ce monsieur, puisque le Rabbi le suivait. Et nous raconte l'histoire, chose curieuse, c'est que de temps en temps, le Rabbi Chaim de Tzanz faisait des gestes comme ça, comme pour faire fuir quelque chose. Des gestes comme ça. Des fois, il s'arrêtait et il repartait, faisait encore. Jusqu'au dernier moment, au moment où le cercueil allait être mis dans le trou, voilà. Eh bien, il a fait encore un dernier geste comme ça, comme pour chasser des choses négatives. Le chassidim était resté comme ça, pétrifié, il ne comprenait pas ce qui arrivait. Finalement, il était enterré, on fait un petit espèce, on a dit quelques mots, et il quitte le cimetière. Et là, un des dollars chassidim, des zikna chassidim, des chassidim, demande Rebbe, tu peux nous expliquer le sens des gestes que tu faisais? On veut tout savoir, certainement, c'est des choses kadosh. Il leur a dit, si vous demandez, je vais vous dire. Vous savez que malheureusement, on ne fait pas toujours des choses positives dans la vie. Et les choses négatives qu'on fait créent on va pas dire des mots négatifs, des malaché chabala, des forces négatives, on va dire. Des forces négatives qui nous poursuivent et qui veulent nous faire du mal. Et au moment de la mita, au moment où la neshama retourne à Hachem et le corps va être enterré, ces malaché chabala sont là pour, à titre d'accusateur. Ah, on écoutez, oui, alors. Et je suivais le cercueil. Et par les gestes que je faisais, j'arrivais à les faire s'envoler, à les faire fuir. Alors vous me demandez comment, quelle force j'ai? La seule force que j'ai, c'est les mitzvot qu'il accomplit. Et à chaque fois, je rappelais ce maassé hautement valeureux qu'il a eu une fois, alors qu'il n'était pas réputé pour être spécialement généreux. Une fois, il était de bonne humeur, il était bien, il a une siyata d'Ishmaël spéciale, et grâce à lui, une jeune fille a pu se marier. Ce mérite-là, c'était suffisant pour faire fuir tous les malachés Chabala. Voilà l'histoire, fin de l'histoire. C'est une illustration de ce que j'ai raconté tout à l'heure. Dieu voulait donner un mérite à Pinchas. Donc, il a fait que Moshe Rabbeinu, avec un problème halachique, comme on l'a dit, mais il a fait que Moshe Rabbeinu a oublié cette halakha occultée de lui. Donc, il ne restait plus que Pinchas qui se rappelait et donc il a accompli la mitzvah pour avoir encore un srout de plus. Donc, n'hésitez pas, hein, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, ceux qui m'écoutent ce soir. Sachez que tâchez toujours, tous les jours, de faire des mitzvot, de faire des chassadim. Aider quelqu'un, c'est quelquefois tout simplement lui dire un mot gentil. Je ne vous cache pas qu'il y a des gens qui m'appellent souvent, et juste pour avoir un peu de trizouk, hein, s'ils n'ont pas une sheila de halachique, on a un peu de trizouk, quelqu'un qu'ils entendent, qui, on dit en français, qui compatissent, hein, qui ont de l'empathie. L'empathie, c'est rentrer dans le problème de l'autre. Et ça, c'est très important. On a beaucoup besoin de ça, on a besoin de trizouk. J'ai interrogé des élèves du Cheder ce matin et j'insistais beaucoup sur le fait de dire aux jeunes, quand tu as un camarade qui est moins bon, qui est moins bon élève que toi, il faut l'aider, il faut être à ses côtés, il faut essayer de lui expliquer, il faut t'investir, et pas le contraire, comme on voit quelquefois. Un des petits qui m'a dit, oui, c'est vrai qu'une fois, un autre, il m'a dit tout simplement, je ne comprenais pas, je ne comprenais rien, il m'a dit, je suis nul. Vous entendez? Quand un enfant comme ça de 10, 11, 12, 13 ans, il est à l'échiva, il est à l'école, et il entend qu'un camarade, et qu'un parent ou un prof lui dise t'es nul, c'est vraiment le. S'il ne l'est pas, il le deviendra malheureusement. On devient ce que les gens nous traitent. Donc, encore une fois, ajoutez dans le chesed. Et c'est un mot traditionnel qu'on entend souvent, que le rabbi a répété ô combien de fois. Vous savez que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinatrinam. Sinatrinam, on n'est pas gentil avec l'autre pour rien. Il n'y a pas une raison. Il n'est pas sympathique, il ne me plaît pas, il a une drôle de tête. Et bien, la contraposée de ça, l'antidote de ça, c'est la avatrinam. C'est aimer quelqu'un sans raison. Il n'y a pas de raison. Mais on va l'aider. Il y a un nouveau qui vient à la choule, il faut aller vers lui. Shabbat shalom, d'où viens-tu? Où vas-tu? Qui es-tu?
C'est un travail, hein. Croyez pas, je vous dis ça, c'est pas évident, hein. Il y a des gens qui ont ça dans les gènes, il y en a d'autres pas du tout. Mais se travailler pour que dès qu'on voit une tête nouvelle, s'avancer vers lui, le saluer, demander comment tu t'appelles, d'où tu viens, tu habites ici, ça n'a l'air de rien. Mais beaucoup de gens vous disent, je suis allé dans tel Mossad, dans telle institution, parce que je sentais que ça fait plaisir aux gens que je sois là-bas. Il y en a d'autres, je suis passé comme une ombre, personne ne s'est rendu compte ni de ma présence, ni de mon absence. Vous voyez, il ne faut pas qu'on puisse nous reprocher cette chose-là, qu'une personne est passée pendant des années à côté de nous. C'était juste un petit Shabbat Shalom courtois et bref, et très froid aussi. Vous voyez, et donc, ça s'appelle Avatrinam, sentir une chaleur, donner une chaleur à ceux qui nous entourent. C'est très, très fachou. Donner une chaleur à ceux qui nous entourent. Voilà le message que je voulais passer. On est dans les 3 semaines, on est dans les semaines de la destruction. Donc, il faut la contraposition de ça, il faut l'antidote de la destruction, c'est la construction. La construction, c'est la avatrinam. C'est l'amour gratuit, pour rien, sans raison, sans attendre de retour. Sachant que le retour viendra, comme chacun sait. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre donc, les Melachot de Shabbat. C'est un deuxième cycle hein, que nous reprenons là. Et nous sommes sur le sujet au Kollel maintenant, donc ça m'a donné davantage envie de vous retransmettre donc la Melacha de Borer, parce qu'avec la Melacha de Bichoul, de cuir, ce sont les plus grosses Melachot avec les plus grandes applications dans le quotidien shabbatique. Vous savez que les Melachot s'apprennent des travaux qui ont permis la constitution, l'érection du Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait des rideaux, il y avait des pots. Ces rideaux et ces pots, il fallait les obtenir. Donc, obtenir ces rideaux et ces pots, c'est des melachot. Par exemple, pour obtenir de la peau, il faut capturer un animal, il faut le dépecer, etc., etc. Il faut le shriter, il faut l'abattre. Donc, tout ça, ce sont des melachot. Il fallait aussi colorer les peaux et les tentures. Pour colorer, c'était avec des produits de la terre qu'on colorait. On faisait des samamanim. Pour obtenir des produits de la terre, il fallait planter, il fallait labourer, il fallait cultiver, il fallait, quand on a les grains de blé par exemple, quand on a les grains de blé, il fallait battre le blé. Une fois qu'on avait battu le blé, on faisait s'envoler tout le mode, tout l'épi qui entourait le grain et qui partait grâce au vent. Ensuite, on écrasait le grain. Mais avant d'écraser le grain, on enlevait les pierres. Enlever les pierres, c'est borer. Enlever les saletés. Enlever ce qui ne nous intéresse pas, c'est borer. Donc, dans tous les Shabbatot, on peut être amené, des exemples que vous connaissez tous, hein, dans votre verre, il y a un petit moustique qui tombe, enlever le moustique, c'est interdit. Vous enlevez une saleté. Dans votre assiette, il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, une petite saleté, vous l'enlevez. Vous avez une épine de poisson qui se trouve dans votre assiette et qui vous dérange, enlevez l'épine de poisson et vous avez le poisson de bambou, c'est interdit. Et ainsi de suite. Donc, cette nacha, elle couvre vraiment les gestes quotidiens que nous faisons pendant Shabbat. Donc, c'est pour ça que nous allons encore rentrer dans les détails de cette nacha de Borer, en quoi elle consiste, et comment faire pour éviter, parce que Borer, on est amené tout le temps à être Borer. Donc, je vous donne l'exemple classique, éplucher une orange, c'est Borer. Alors, comment faire pour éplucher une orange? Donc, vous avez la mlacha de Borer dans sa source, c'est tout simplement quand vous avez un tas de blé mélangé avec des saletés, des morceaux de bois ou des pierres, et vous enlevez les pierres. Toutes les mlachot ont des dérivés, des toldot. On a quelques toldot dérivés de Borer qui s'appellent aussi triés, mais d'une manière inhabituelle, pas de la manière habituelle, à savoir enlever les pierres et les saletés d'un tas de blé. C'est tout simplement, quand vous avez un café par exemple, et dans ce café vous avez des shmarim, hein, le marc de café. Dans le vin, parfois, au fond de la bouteille de vin, vous avez comme ça une espèce de produit, la lie de vin. Enlever cette lie de vin et la séparer du vin, c'est interdit. C'est Borer. Vous voyez, Borer, ce n'est pas enlever seulement les pierres, c'est séparer des petits solides
qui sont tombés dans un liquide. Je dis petit, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, parce que lorsque le solide en question il est gros, il a une grosse taille, on va voir qu'il y a des permissions d'être boraire du liquide dans lequel il est plongé. Une autre tolda de borer, c'est kolef peri, kolef, choum, au batsal. Vous avez un oignon, vous épluchez l'oignon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution, attention. Hein. On peut manger des pommes, on peut manger des oranges, on peut manger des oignons et de l'ail Shabbat. Mais il faut savoir que éplucher, c'est interdit. Normalement, c'est interdit. Voilà donc les toldot, donc des petits éléments comme la lie de vin dans le vin, les séparer, c'est borer. Éplucher un fruit, c'est borer. Et puis, il n'y a pas que ça aussi. Pour de très très nombreux poskim, et grands poskim, ils disent que quand vous avez, par exemple, des habits qui sont mélangés entre eux, vendredi, on a sorti tous les habits de la sécheuse. Et puis, la famille veut préparer, une fille de la famille, elle prépare tous les habits qu'elle va mettre le lendemain, Shabbat matin, pour aller à la choule. Donc, dans le tas d'habits qu'on a sortis de la machine à laver ou de la sécheuse, elle choisit un tricot, une chemise, une chemisette, des bas, etc. Elle sort tout ça du tas. Elle les met de côté. Elle a l'intention de s'habiller avec cette tenue demain matin, mais elle fait le tri la veille. Interdit. C'est borer. Vous voyez? Vous avez sur la table un tas de livres mélangés les uns sur les autres. Des livres mélangés. Sur la table, il y a des fromages, des Birkat Amazon, tout est mélangé les uns sur les autres. J'ai bien mélangé, hein, on va voir pourquoi après. Et je veux préparer les livres que je vais étudier demain matin ou dans 1 heure ou 2. Alors, dans mon tas de Sfarim, je prends un Chumash, je prends un Tanya, je prends un Teilim, je prends un Rambam, je prends un Mefaresh, etc. Du tas, je sors tout ça. Mais je n'ai pas l'intention d'utiliser tout de suite. C'est interdit. C'est borer. Ouais, je suis en train maintenant de vous jeter comme ça, en pâture, si j'ose dire, des cas concrets que vraiment où on est nirchad, on peut arriver à être borer. Encore un cas. La maman dit à sa fille, samedi matin, avant d'aller à la choule, n'oublie pas de mettre la table. Alors elle dit, ça veut dire quoi? Ben, écoutez, la maman elle dit, j'ai fait la vaisselle hier soir, vendredi soir. Sur l'évier, tu as tous les fourchettes, couteaux, cuillères, tout est mélangé. Avant de partir à la choule, tu vas mettre à la place de chacun des membres de la famille ainsi que des invités, on attend 10 invités, tu vas mettre devant la table de chacun une assiette, une fourchette, un couteau, une cuillère. Donc, elle va trier, elle va prendre une fourchette, elle va mettre à la place de chacun, cuillère à la place de chacun, etc. etc. Elle dit, bon, bah, c'est un geste anodin, pourquoi pas? Ça s'appelle trier. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution? Non, il y a des solutions. Et c'est ce qu'on va faire. Mais je vous donne comme ça un certain nombre de cas où beaucoup de gens ne font pas attention. Donc, elles transgressent un issur chamour qui est borer, alors qu'il y a des solutions pour éviter le problème. Un cas que je répète souvent, il y a de nombreuses années, il y avait une responsable du séminaire de Betrivka, et vraiment une chassida qui priait tôt, qui se fait tôt et tout, et était responsable d'un groupe de jeunes filles. Donc, le Shabbat matin, elle se réveillait de bonne heure, elle faisait les brachot, elle prenait un petit déjeuner, puis elle préparait le repas. Qu'est-ce que ça veut dire préparer le repas? Elle préparait une salade de fruits, une salade. Ça consistait en quoi, préparer la salade? Ou préparer la salade de fruits? Ça consiste à éplucher certains fruits. Une fois qu'elles avaient épluché, elles avaient coupé. Donc, elle prend des fruits coupés, couper des pommes en morceaux. Je ne rentre pas dans Tochen, hein, de broyer, je ne fais pas de ça pour l'instant. Mais elle avait épluché les fruits. Mais elle avait épluché les fruits pour les consommer après la fila, 1 heure ou 2 heures, 3 heures après. C'est borer. Vous voyez? Et beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Que oui, on a le droit d'éplucher, mais dans la mesure où on consomme le fruit dans l'immédiat, mais pas 1 heure ou 2 heures après. Vous voyez? D'autres cas encore de borer,
vous faites une liste des problèmes, et ensuite on va tâcher de trouver les solutions en donnant les principes, les grands principes fondamentaux qui vont permettre de pouvoir obtenir le résultat recherché sans passer par l'interdit de Borer. Autre cas aussi, vous avez certains fruits, un kiwi. Je veux manger un kiwi, mais avant de le manger, je veux l'éplucher. J'ai le réflexe de me précipiter vers un épluche légumes. Je prends mon épluche légumes, qu'on appelle un économe en français. L'économe, je le prends et puis je commence à éplucher. Alors, je vous ai dit qu'il fallait le manger tout de suite, pas attendre une heure. Qu'à cela ne tienne, je le mange tout de suite. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que j'ai utilisé un ustensile réservé à être borer. Si j'avais épluché mon kiwi avec un couteau, le couteau n'est pas un ustensile réservé à la pluche. On fait plein de choses avec. On coupe de la viande, on coupe du poisson, on fait toutes sortes de choses. L'épluche légumes, comme son nom l'indique en français d'ailleurs, c'est un éplucheur. Donc, c'est un instrument qui a été fait pour séparer l'écorce du fruit. Donc, c'est un instrument de borer, comme au même titre qu'un écumoire, une passoire. Okay, passoire. Vous faites un café, une petite passoire, comme ça, vous avez le café, puis, je parle du café à four, pas de Nescafé, on utilise une passoire, et bien c'est interdit, on n'a pas le droit. Par contre, on utilise un ustensile de borer. Voilà donc un tableau, le tableau noir, si j'ose dire, de tous les cas où on n'est pas trop au courant et on se permet d'être borer alors que c'est interdit. Je vais finir avec un autre exemple. Imaginons que vous ayez sur la table à la choule, après la tfila, vous avez, pour débarrasser un petit peu et pour faire idva adout, on met tout sur une table. Quand tous les livres sont comme ça, posés les uns sur les autres, il y a une personne qui dit, bon, mettez tout sur une table, moi je m'occupe de ranger après. Ensuite, il prend chacun des livres et il les range à sa place. Donc, tout était mélangé et il les trie, il les démélange, il enlève le mélange. Interdit. On n'a pas le droit de ranger. Alors, quoi faire? Comment se rendre? Okay. Bonne question, on va la résoudre. Voilà donc un tableau des cas concrets où on peut transgresser l'interdiction de Borer. Pour résoudre un certain nombre, grand nombre, des cas que je viens de citer, nous avons certains actes qui seront interprétés comme un acte permis parce que le but de l'acte en question n'est pas essentiellement d'être borer, ça veut dire de séparer deux choses, c'est tout simplement de faire un acte permis comme s'habiller ou manger. Ça s'appelle derer achila. Je m'explique. Imaginons que vous ayez dans une assiette des cacahuètes, des amandes, des raisins secs, un rabier avec des fruits secs. Vous prenez ces fruits secs, vous mettez des amandes toutes seules, des cacahuètes toutes seules, les raisins secs tout seuls, vous faites 3 paquets, je suis borer, je suis en train de trier, je suis en train de faire des paquets distincts. Si par contre, dans mon rabier, dans mon assiette, je voulais manger une cacahuète, j'en prends une avec la main et je la mets dans la bouche. En faisant ce geste, je suis en train de trier la cacahuète du reste. Mais d'un autre côté, la photo de ce que je suis en train de faire, le flash qui est visible de l'extérieur, je suis en train de manger. Donc, dans certains cas, l'acte de borer que je fais est interprété par la Torah comme un acte de manger. Je suis en train de manger, je ne suis pas en train de trier. Je ne suis pas en train de trier selon les définitions, le statut du tri prohibé par la Torah. Que faut-il faire? À quelles conditions je dois répondre pour que l'acte que je suis en train d'accomplir soit interprété comme un acte permis de manger et pas un acte de trier? Alors, la formule, si j'ose dire, elle est courte. En hébreu, c'est Beyad, Miyad, Ochel, Mitor, Absolet. Traduction. Beyad, avec la main. Vous entendu, pas avec un ustensile de borer. Je trie avec la main. Je prends la cacahuète avec la main.
Miyad, pour la manger tout de suite. Je ne la prends pas pour la manger dans 1 heure. Si je la prends pour la manger dans 1 heure, je suis en train de faire 2 paquets. 2 paquets des cacahuètes, 2 paquets des amandes. Ça s'appelle trier. Je la prends avec la main pour la manger tout de suite. Et je prends le bon du mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire le bon, ça veut dire le mauvais? Je prends le fruit que je veux manger tout de suite. Comme je veux le manger tout de suite, certes, en prenant cette cacahuète, je suis en train de la trier du reste, des amandes et des raisins secs, avec lesquels ils étaient mélangés, certes, mais on sent bien que le geste que je fais, c'est comme ça que je mange les jours de semaine. Personne ne pense à dire, la kavana, c'est de faire un paquet de cacahuètes, un paquet d'amandes, pas du tout. La kavana, c'est de manger. Donc, là, je vous ai donné le slogan, si j'ose dire, qui fait que on va résoudre, on va reprendre un certain nombre d'exemples que j'ai cités, et vous allez voir que si on répond aux 3 conditions que je viens de citer, ça sera permis. Ça sera un acte ou de manger, ou de s'habiller, etc. Ça sera permis. Donc, je répète, Beyad, Miyad, Ochel Mitara, obsolète. Avec la main, pour mettre tout de suite, Miyad, et prendre le bon du mauvais. Prendre la chose qui m'intéresse et pas enlever ce qui ne m'intéresse pas. Alors maintenant, on commence à rentrer dans les exemples, dans le concret. Prenons le cas des habits qu'on a enlevés de la sécheuse avant Shabbat. Et une personne voudrait préparer la tenue duquel il va se revêtir Shabbat matin pour aller à la choule. Je n'enlève pas ce qui ne m'intéresse pas, ce dont je ne veux pas. Je prends ce qui m'intéresse. Je prends un tricot, des chaussettes, une chemise, je sors tout ça du tas. Donc je prends, si j'ose dire, le bon, ce qui m'intéresse, et je laisse ce qui ne m'intéresse pas. C'est bon. Je le fais avec la main. De la main, je n'ai pas ni épluche légumes, ni passoire, aucun instrument de boreur. Seulement, il me manque la 3e condition qui s'appelle miyad. Je suis en train de trier le bon du mauvais avec la main, mais je suis en train de prendre ces habits pour les mettre demain. Donc, je ne suis pas en train de m'habiller, c'est pas vrai. Je ne suis pas en train de m'habiller, je suis en train de préparer, de sortir ce que je vais mettre demain. Donc, je fais 2 tas distincts. Je suis en train d'être boreur. Alors, quoi faire? Quoi faire? C'est tout simplement attendre le lendemain. Et dans la demi-heure avant le moment où vous vous habillez, dans la demi-heure, on considère Samour la Séouda, proche du repas ou proche de la chose que je veux faire, c'est une demi-heure. Donc, si je veux m'habiller à 8 heures, j'ai le droit à partir de 7h30 d'aller dans le tas de vêtements qu'on a sorti de la sécheuse la veille, prendre les vêtements qui m'intéressent et les mettre. Je vais les mettre de côté pendant un quart d'heure, 20 minutes, après je les mets. Vous voyez? 3 conditions. Reprenons le cas de la jeune fille qui faisait une salade de fruits, dans tous les cas. Donc, cette jeune fille faisait une salade de fruits en épluchant les fruits. Elle épluchait les mandarines, et les oranges, et les kiwis, et les pommes, etc. Il y a le même problème que pour les habits. Elle faisait cela à 8 heures du matin, chaque matin, et la salade de fruits était mangée au repas à midi, midi et demi, 1 heure. Donc, elle prenait soin d'éplucher avec un couteau ou avec la main, pas de problème, béyade. Elle prenait aussi, elle cherchait le bon, elle laissait le mauvais, mais il manque la condition, une des conditions essentielles, de le faire une demi-heure avant la consommation. Donc là, il n'y a pas de 36 solutions. C'est sa salade de fruits, ou elle l'a fait la veille, mais si elle veut qu'elle soit fraîche, il faut qu'elle le fasse une demi-heure avant la consommation. Sachant bien sûr un détail important, c'est que ce qu'on appelle une demi-heure, si elle est obligée de préparer une grosse quantité de salade de fruits, parce qu'il y a beaucoup d'invités, s'il lui faut 1 heure, disons, pour préparer la salade de fruits, elle peut commencer 1h30 avant le repas, bien sûr. Dans la demi-heure, elle n'aura pas le temps de préparer tout. S'il lui faut 1 heure de travail, donc elle commencera 1h30 avant, de telle sorte que sa salade de fruits sera prête dans la demi-heure avant la consommation. Voilà donc les principes, et c'est vrai dans tout. Alors dans les livres, prenons les livres, j'ai tâché de résoudre tous les problèmes.
Les livres, vous avez une solution. Elle est compliquée. Elle est compliquée, c'est que chaque fois qu'on prend un livre pour le ranger, on l'ouvre, on jette un coup d'œil, on lit un mot. Lire un mot dans n'importe quel livre de Torah, c'est une mitzvah. Ça veut dire qu'en prenant le livre, je prends un élément qui est considéré comme le ochel, mitorah absolu, je prends le bon, je laisse le mauvais. Et comme je l'utilise tout de suite, donc j'ai le droit. Et je le range. Par contre, si je les range comme cela, donc je les trie, quoi. Ils sont mélangés, je les démélange, j'enlève le mélange. Mais s'il n'y a aucun intérêt que le fait de les ranger, ça interdit. Reprenons aussi le cas des couverts. Les couverts sont mélangés. Je ne parle pas des couverts qui sont dans le tiroir, chacun à sa place, couteau, fourchette et cuillère, chacun à sa place. Non. Je parle, tout est mélangé, on a fait la vaisselle vendredi soir pour l'utiliser le lendemain. Si on veut mettre la table, et donc dans le tas du mélange, mettre un set complet devant chaque invité, devant chaque membre de la famille, cela sera possible. Ça se fait avec la main, bien sûr. À chaque fois que vous prenez une fourchette, vous prenez du bon, à la place du père, par exemple. Je prends un couteau, une fourchette et une cuillère pour papa. Je mets à la place de papa. Mais je mets à la place du papa, sachant que le père va l'utiliser dans la demi-heure qui suit. Donc, je réponds aux trois conditions. Je prends le bon du mauvais avec la main et pour miad, pour le consommer, l'utiliser miad. Voilà encore un exemple. C'est une gymnastique, hein, je vous accorde, c'est une gymnastique. Horaire, c'est une gymnastique, il faut s'habituer. Une fois qu'on a l'habitude, ça devient évident. Mais avant que ça devienne une habitude, il faut prendre l'habitude. Donc, un certain nombre d'exemples d'applications quand vous avez un mélange. On va passer au cas pointu dont j'ai parlé tout à l'heure, quand il y a une mouche, une saleté qui tombe. Je vais vous donner une méthode qui peut parfois servir en cas de difficulté pour pouvoir ranger certains éléments. Dans les principes de Borer, j'explique cela, après je vais écouter vos questions, avant de passer à la deuxième partie. Dans le principe de Borer par définition, comme je suis permis d'employer un terme nouveau, de démélanger. Vous avez un mélange, j'enlève le mélange. Borer, c'est quand j'ai un mélange, je trie et je mets, comme j'ai dit tout à l'heure, les amandes avec les amandes, les raisins secs avec les raisins secs. Mais imaginons que je veux absolument séparer les raisins des amandes et des cacahuètes. Je peux m'arranger pour casser la tarovette, casser le mélange, faire en sorte qu'il ne soit plus mélangé, sans rien trier. Je prends mon ravier, j'ai une grande table, et je jette tout ça sur la table. C'est un cas dans la Gemara Shabbat, la farine d'alette, il y a eu un cas comme ça, il y avait des fruits mélangés, hop, il y a un émora qui a tout jeté comme ça. Ce qui fait que sur la table, on va retrouver des raisins par-ci, et des cacahuètes par-là, et des amandes par-ci, et ainsi de suite. Ça veut dire que les éléments ne vont plus être mélangés. Dès l'instant qu'ils sont un peu loin les uns des autres, ils ne sont plus mélangés. Une fois qu'ils ne sont plus mélangés, il n'y a aucune interdiction d'aller prendre l'ensemble des cacahuètes et les mettre dans un ravier, dans un ustensile, prendre des amandes, pareil aussi, prendre des insectes, pareil aussi. Ça peut être pratique quelquefois. Hein, pour me faire sourire un petit peu, quand j'avais expliqué à une de mes élèves, elle m'a dit, moi, je ne peux pas aller à la choule sans mettre la table. J'ai dit, mais c'est interdit. Alors, quand je lui ai expliqué ce principe-là, elle m'a dit, bon, maintenant, vous m'avez donné la méthode. Avant d'aller à la choule, je prends tous les ustensiles, couteau, fourchette, cuillère, qui sont sur l'évier, je balance tout ça sur la table, tout est démélangé, comme j'ai dit. Une fois que tout le mélange est fini, il n'y a plus de mélange, tout est éparpillé, eh bien, je prends les couteaux, je les mets à la place de chacun, je prends les fourchettes, je les mets à la place de chacun, les cuillères, pareil. Voilà, donc ça peut être une méthode, ça peut paraître vous faire sourire, mais des fois, si on veut être Medagdeg va mitzvot, parfois, on est un peu obligé de faire ça. On enlève le mélange. Un deuxième cas qu'il est bon de savoir aussi,
toujours dans le même ordre d'idées, à savoir que pour qu'il y ait borer, il faut qu'il y ait mélange. S'il n'y a pas mélange, il n'y a pas borer. Prenons un exemple très simple, comme je viens de vous l'expliquer maintenant. Si sur la table, j'ai plusieurs livres, mais les livres, ils sont, on va dire, à 5 cm l'un de l'autre. Voilà, à côté de à la place où je suis, j'ai des livres à gauche, à droite, un devant et derrière. Ils ne sont pas les uns sur les autres. Ils ne sont pas mélangés, les livres. Ils sont tous posés les uns à côté des autres. Donc, j'ai aucun problème de les trier, de les mettre à leur place, chacun. Ils ne sont pas mélangés. Nos Chachamim nous disent qu'un corps, couche, soit de viande, poisson, œufs, pommes de terre, etc., qui est plongé dans un liquide, quand le corps gouche en question, il est gros, on considère gros, c'est à partir de la taille d'un petit œuf, on va dire, ou d'une grosse olive, vous voyez, grosse olive, un petit œuf. Quand l'objet est gros et qu'il est plongé dans un bouillon, dans de l'eau, il n'est pas considéré comme mélangé avec le bouillon. C'est très intéressant. Par exemple, si vous avez dans un bouillon de la viande, un morceau de viande, et vous voudriez enlever la viande du bouillon, vous pouvez proposer à vos invités voilà, un bol avec du bouillon, mais sans viande, sans légumes. Si les légumes, tous les légumes et les morceaux de viande qui sont dans le bouillon ont une grosseur d'un œuf, il n'y a aucune interdiction d'enlever tous les légumes et la viande. On ne considère pas qu'on a été borer le bouillon de tous les éléments qui sont dedans parce qu'ils sont gros. Mais si dans votre bouillon, il y a des petits éléments, genre pois chiches, par exemple, les pois chiches sont petits. Donc, vous n'avez pas le droit d'enlever les pois chiches, si ce n'est que vous voulez les manger tout de suite, avec les conditions que je viens de rappeler. Pour les manger tout de suite, vous les enlevez avec une louche, pas avec un instrument de borer. Et c'est quoi l'instrument de borer? Dans ce cas-là, c'est l'écumoire. L'écumoire, c'est une louche avec des trous. Le but, c'est précisément de prendre le légume ou de la viande et de laisser couler le jus, le bouillon. Sa fonction, c'est cela. Donc, l'écumoire, c'est interdit. Vous ne pouvez pas utiliser un écumoire pour enlever les pois chiches, ou les petits morceaux de carottes, petits morceaux de. Par contre, si vous voulez enlever des gros morceaux de viande, des grosses pommes de terre, et ainsi de suite, un œuf, par exemple, qui est dans la daffe, etc., dans le bouillon de la daffe, là, vous pouvez l'enlever parce qu'il n'est pas mélangé avec l'eau. Et même prendre de l'écumoire. Dans la mesure où il n'y a pas mélange, il n'y a pas borer du tout. Donc, il n'y a pas d'interdiction d'utiliser un ustensile de borer. Voilà, ça, c'est les gros principes. Ça prend du temps d'assimiler tout ça. Je ne sais pas où vous en êtes. Pour moi, c'est déjà la deuxième édition. Je crois qu'il y a 2 ans, on avait fait ça. Donc, il faut s'habituer à ces concepts. Et doucement, et surtout trouver des exemples dans vos quotidiens, dans tous les Shabbats, de sorte qu'on puisse bien accomplir ces halakhot-là. Bon, avant de continuer, donc, passer à la deuxième partie, je vais écouter vos questions. Allez-y. Je vous écoute. Gérard, oui, je vous écoute, allez-y. Alors, je voulais vous poser une question parce que là, vous dites que on pourrait faire, entre guillemets, dans la demi-heure, on pourrait, entre guillemets, poser la table et on pourrait également faire une salade. Mais dans la demi-heure, on ne peut pas faire les deux. Donc, du coup, comment on fait si on doit faire une salade de fruits qu'on doit poser la table? Dans une demi-heure, on n'aura pas suffisamment de temps pour faire les deux. Oui, c'est un problème technique que vous avez. Mais il n'y a pas de solution. On ne peut pas le. Il n'y a pas de solution à ça. Pas une technique. Non, il n'y a pas de. Non, c'est. À moins de dire que je suis en train de réfléchir avec vous, parce que c'est clairement marqué, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que si vous devez préparer par exemple une salade de fruits qui va vous prendre 2 heures parce que vous attendez 50 invités, vous avez le droit de commencer plus tôt. Donc, dans le même ordre d'idées, on va dire, si on peut imaginer qu'il vous faut, ce qui m'étonnerait quand même, il ne faut pas exagérer, mais disons, voilà, il vous faut pas shoot 3/4 d'heure pour préparer la salade de fruits et mettre la table, etc. S'il vous faut 3/4 d'heure, effectivement, vous pourriez commencer une demi-heure plus 3/4 d'heure avant. Ce qui fait que les 3/4 d'heure vont passer pour mettre la table, éplucher, etc., faire tous les cas de borer qui ont besoin d'être faits à côté de la nourriture, à côté de la consommation, de telle sorte que dans la demi-heure, tout soit prêt. Vous avez le droit de faire ça, oui. Effectivement, vous avez le droit. J'égalise votre cas avec le cas où la salade de fruits, je dois en faire en grosse quantité. Et ça, les postes qui me disent clair qu'on a le droit même s'y prendre 2 heures, 3 heures à l'avance, dans la mesure où il faut 3 heures pour le faire. C'est un cas très fréquent dans les choses. Vous savez très bien qu'on prépare un kidouche, des fois il y a 200 personnes. Et il est clair qu'on ne peut pas préparer tout ça
dans la demi-heure. Il faut se mettre à l'avance. Donc, effectivement, si l'ensemble, le package, si vous voulez, l'ensemble des travaux qu'on a à faire, il va prendre 2 heures, on a le droit de commencer 2 heures avant. Voilà. Et par rapport à quand vous avez dit dans un bouillon, par exemple, vous avez un bouillon de légumes, vous avez des petits légumes, et vous avez quand même les morceaux de viande qui sont bien distinctifs parce qu'ils sont gros. Est-ce qu'on pourrait uniquement prendre dans ces cas-là les morceaux de viande seulement, ou est-ce que ça serait un tri? Alors, bien sûr, sans ustensile, pas avec l'écumoire, hein, avec une louche ou une cuillère, on est d'accord. Parce que l'écumoire, c'est un ustensile de boraire, donc il ne faut pas utiliser l'écumoire. Mais si vous avez une louche non trouée ou bien une fourchette, vous pourriez prendre la viande, mais il faudra répondre à l'ensemble des conditions, des paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir, il faut prendre, si vous n'avez le droit de prendre la viande et donc la séparer des légumes, que si vous allez manger dans la demi-heure la viande. Mais vous n'avez pas le droit. Si les enfants n'aiment pas la viande, par exemple, vous avez dit, ne vous inquiétez pas, je vous enlève la viande. Donc, vous êtes en train d'enlever ce qu'on appelle le psolète, le mauvais, à savoir les choses que les enfants ne veulent pas manger. On n'a pas le droit de les enlever. Mais si vous prenez la viande, vous la triez des légumes pour que la famille la mange dans la demi-heure, c'est votre plat. C'est permis. D'accord. Merci beaucoup. Allez-y, continuez les questions. Pas d'autres questions? Gérard, Les micros sont ouverts. Hein. Allez, Gérard, vous n'allez pas me dire que vous savez tout, c'est pas vrai. Il y a bien des choses que vous ne savez pas quand même. Et vous savez très bien que je sais tout. Alors, inventez-moi des nouvelles choses. Gérard, je vais vous dire une chose. Borer, ça fait 30 et 40 ans que j'étudie. Eh bien, sachez qu'on a appris la Sougia récemment au Kollel. Et il y a des nouvelles portes qui se sont ouvertes. J'ai l'impression que je suis un Amarez Gamour. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. Chazorba, comme vous savez ce qui est marqué, Chazorba ve Chazorba Kikoulaba. Reviens dessus, tu trouveras toujours des petits chidushim. Ça, c'est la grandeur de la Torah. Donc, allez, trouvez-moi des nouvelles questions. Bonsoir, Rav Zarbib. Excusez-moi, j'ai une question, mais ça ne concerne pas toutes les halakhot que vous venez de parler. C'est concernant le kidouche. Quelqu'un, il a fait le kidouche, et il a dit la bracha, mais avec le bruit au début, on n'a pas entendu le nom d'Hachem. Il a dit Baruch Ata Hachem, on n'a pas entendu, mais on a entendu juste la fin des mots, la fin de la bénédiction. Est-ce qu'on est yotse du kidouche ou pas? La fin de la bénédiction, dites-moi exactement. Baruch Ata Hashem, ça finit par Mekadesh HaShabbat. Il n'a pas entendu Mekadesh HaShabbat, c'est ça? Non, non, il a dit du kidouche samedi, au Farmingen, juste il y a du monde. Il a dit Boré Agafen. Le début de la bracha, on l'entend. Il y a du bruit. Et on entend juste Boré Agafen. On n'entend pas clairement le nom. Non, on n'est pas quitte. Elle n'est pas longue. Hein. Pour être quitte le Shabbat, c'est pas compliqué. Hein. Ce n'est pas tous les psukim, c'est Baruch Ata Hashem, Boré Peri Agafen. Si vous avez entendu la moitié de la bracha. D'accord, donc il articule bien tous les mots. Il faut commencer. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Par contre, tous les psukim ne sont pas indispensables. Hein. Vous savez, tous les psukim avant, oui. Rouben Israël et tout ça, si on n'a pas entendu, ça n'empêche pas d'être quitte. Mais la bracha Boré Peri Agafen, elle est touva, elle est sine qua non. Sans ça, ça ne marche pas. Allez-y, autre question. Merci beaucoup. Autre question? Allez-y. S'il n'y a pas de questions, je continue. Hein. Dites-moi si vous. Pour clair, pour échapper au problème d'être limité par le temps, est-ce que comme la jeune fille, elle a fait, on n'est plus limité par le temps? Si par exemple, on va tout mettre sur la table et on va prendre juste couvert par couvert pour le mettre sur la table, à chaque place. Là, on n'est plus limité. On est d'accord? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas si j'ai compris. On va poser la table. On va poser la table, oui. Mais pour éviter d'être prise par le temps, qu'on ne soit pas dans la demi-heure, on pourrait prendre tous les couverts, les jeter sur la table et prendre un par un et les mettre chacun à sa place. Et là, on n'est pas limité par une demi-heure. C'est bien ça? Voilà. Si le fait de les jeter sur la table, ça les a éparpillés, bien sûr. Oui, s'ils sont éparpillés. D'accord. OK, merci beaucoup. Voilà, oui, c'est la méthode. Si on n'a pas le choix, c'est ce qu'on fait. On jette tout comme ça et puis on le fait.
Maintenant, si vraiment c'est le moment du repas, vous pouvez tout au milieu et puis chacun il se prend ses trois, son set. Ouais, ça c'est une solution. Mais si vous tenez à ce que les invités arrivent avec une table prête, préparée, il faudra comme ça jeter sur la table et ensuite les séparer et puis les remettre à leur place, absolument. Bon, je vais passer donc à une deuxième cas d'application de ce que j'ai évoqué ici. Question très simple. Mais question qui peut être une question piège. J'ai une boîte de thon. J'ai même deux boîtes de thon. Il y a une personne qui a séparé le thon de l'huile. Je lui ai dit, tu as fait un issour de la Torah. Il y a une autre boîte de thon qui ressemble étrangement à la première. Et une autre personne a séparé l'huile du thon. Et je lui ai dit, c'était permis. Quel est le cas? Je vais à l'envers. Je ne pose pas une question, je vous donne un sac et vous allez m'inventer la question. Quels sont les cas où enlever l'huile, séparer l'huile du thon est interdit et séparer l'huile du thon est permis? Allez, 2 minutes de réflexion. Allez Gérard, vous savez ça vous? Allez, dites-moi tout. Moi, je ne prends pas du thon à l'huile, hein, je prends du thon à l'eau. Alors, je vous pose la même question avec le thon à l'eau. Ne fuyez pas. J'ai deux boîtes de thon à l'eau. Dans une boîte, j'ai le droit de séparer le thon de l'eau. Dans une autre, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Alors là, je ne sais pas. Voilà, je dis je ne sais pas. Ça dépend combien de temps avant le repas. Les deux, 5 minutes avant le repas. Ben, j'enlève le thon avant l'eau. J'enlève le thon avant l'eau, c'est possible? Tout à l'heure, je vais rentrer dans la problématique de savoir s'il faut enlever le thon avant l'eau ou avant. Je peux pas plus, j'ai mis au maximum. Ah bon, non, on va parler tout à l'heure de ça. Est-ce qu'il vaut mieux enlever le thon et garder l'huile, enlever l'huile? Ça, on va parler tout à l'heure. Mais déjà, c'est une question de manière plus générale que je vous demande. Alors, je vois que vous donnez votre langue au chat. Rappelez-vous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand dans le bouillon, il y a un œuf, on a le droit d'enlever l'œuf même qu'on n'en veut pas. Parce que l'œuf n'est pas considéré comme mélangé avec le bouillon. Vous vous rappelez? Je dis pareil aussi pour un légume. Si vous avez une grosse tomate, une grosse pomme de terre, un gros morceau de viande, plongé dans le liquide, comme le solide est gros, il n'est pas considéré comme mélangé avec l'eau. Donc, je peux absolument l'enlever, même que je n'en veux pas maintenant. Il me dérange, je vais enlever les œufs et les grosses pommes de terre. Par contre, je vous ai dit que quand c'est des pois chiches, des petits, là, on dit que les pois chiches petits sont considérés comme mélangés avec l'eau. Donc, je n'ai pas le droit de les séparer. Sauf avec les conditions permises. Si je prends les pois chiches, je peux les manger tout de suite. Bon, c'est autre chose. Mais si je veux me les séparer pour l'instant seulement. Alors, je vais appliquer ce que je viens de vous dire dans les boîtes de thon. Vous savez très bien qu'on achète des boîtes de thon. Dans certains, c'est marqué quoi? Thon entier. Dans d'autres boîtes de thon, qu'est-ce qui est marqué? Miettes de thon. Vous me suivez? Si vous avez une boîte de thon qui est faite pleine de miettes de thon, ça veut dire elle est pleine de quoi? De petits éléments de thon. Donc, les petits éléments du thon sont mélangés avec l'huile. Donc, si vous les séparez, c'est problématique, ça s'appelle borer. Mais si vous achetez du thon entier, vous savez très bien, c'est le thon qu'ils ont coupé en quartiers comme ça, et vous avez l'ensemble du morceau, c'est une entité, un gros morceau. Donc, vous ne faites que séparer le gros morceau de thon avec l'huile. Et le gros morceau de thon n'est pas considéré comme mélangé avec l'huile, donc c'est permis. Compris? Je n'ai pas d'écho là. Vous avez compris la finesse? C'est clair? Bon, j'espère que c'est clair. Il fallait penser que c'est du thon entier, mais pas en miettes. Voilà. Ouais, pour ça que je dis. on n'a pas pensé à ça. Allez penser, non, mais c'est intéressant comme sujet. Et je peux dire un peu pareil. Vous avez quelquefois, on a des pots de cornichons. Et dans certains des gros cornichons, des fois on a des tout petits, dans le même pot. Donc les tout petits, ça sera interdit de les séparer du liquide. Par contre, les gros, on peut les séparer du liquide. Encore une fois, quand je dis c'est interdit, ça ne veut pas dire que je n'ai pas moyen de manger mon petit cornichon.
Si vous piquez le petit cornichon, vous le mangez tout de suite, vous répondez aux 3 conditions, à savoir le prenez avec la main ou une fourchette, pour le manger tout de suite, et vous prenez le bon du mauvais. Donc c'est Beyad, Miyad, Ochel, Mitab, Solet, il n'y a aucun problème. Ce que je pense, c'est que vous ne voulez pas le manger pour l'instant. J'ai un pot, et je veux séparer le jus des cornichons qu'il y a dedans. Donc si les cornichons sont petits, comme des, tout à l'heure, comme des pois chiches, etc., c'est interdit. Quand c'est des gros cornichons, c'est permis. Alors maintenant, on va arriver à un problème qui est bien connu. Quand vous avez un élément qui est une saleté, qui est une psolète, ce qu'on appelle psolète, qui tombe dans un liquide, là, comme la saleté elle est petite, prenons quelques exemples. Le moustique qui tombe dans votre verre de vin, un cas très fréquent, c'est des morceaux du bouchon de liège. On a ouvert la bouteille, très souvent le bouchon de liège se craque, et il y a des petits morceaux de liège qui sont dans le verre du kidouche. Et ça vous dérange de faire kidouche sur du bon vin avec des morceaux de liège comme ça qui flottent dessus. Je voudrais enlever ces morceaux-là. Comment faire? Je pense que vous connaissez la solution. Je vais vous la rappeler. Il y a une solution qui est proposée par Admor Hazaken dans son Shulchan Aruch et dans son Sidour. Il a écrit à une date ultérieure, plus tard, une manière différente. Et il nie la première manière qu'il avait évoquée dans le Shulchan Aruch. Donc, vous allez vous rappeler et appliquer celle du Sidour, la deuxième. Je donne la première, celle qui est appliquée dans beaucoup de communautés. Quand il y a une saleté qui tombe dans un verre, ne pas enlever la saleté toute seule, prendre un morceau de liège, un morceau de saleté, un morceau de bois qui a pu tomber dedans, mais l'enlever avec du liquide. Tout le monde sait, on l'enlève avec un peu de bon. Donc, qu'est-ce qu'on gagne? Lorsque l'on enlève donc cette saleté avec un petit peu de bon, on considère en fait qu'on n'est pas en train de séparer le oré du psolète, le mauvais du bon. C'est comme si on prenait le bon lui-même, on le coupe en deux. Prendre une pomme, la couper en deux, c'est permis. Donc, dans la mesure où vous enlevez le morceau de liège, le moustique avec du liquide, on considère qu'on n'a fait que séparer le liquide qui est dans la cuillère avec le liquide qui est dans la casserole. Donc, séparer le même élément, le minéral, c'est permis. Ça, c'est une solution que beaucoup, on enlève le mauvais avec un peu de bon. Dans le Sidour, l'Admor Hazaken, il dit il ne faut pas faire comme j'ai marqué dans le Shulchan Aruch. Il faut faire autrement. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose la chose suivante. Plutôt que d'enlever donc la saleté avec du liquide, il dit qu'il faut tenir le verre dans la main et verser du liquide jusqu'à temps que la saleté tombe, quitte le liquide. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est quoi la différence? Donc, vous voyez le geste que je fais, vous avez le verre, vous versez jusqu'à ce qu'il s'en aille de lui-même. Et après, s'il manque un peu de vin, vous avez du vin pour faire kidouche. Alors, l'idée du Admor Hazaken, c'est la suivante. C'est la manière la plus simple d'expliquer cette idée, c'est quelque chose de profond, mais c'est la manière la plus simple d'expliquer. C'est que l'Admor Hazaken considère que lorsque on verse le liquide avec la saleté et on garde le verre de vin dans la main, cela est interprété comme si j'ai tiré le bon et j'ai laissé le mauvais. Vous voyez, quand on fait ce geste-là de verser le vin avec la saleté, ce que je tiens dans la main, ça s'appelle le ochel, et ce que je n'ai plus dans la main, c'est l'absolète. Donc, j'ai répondu à une des 3 conditions de Borer permis, à savoir, j'ai pris le bon, j'ai laissé le mauvais. Puisque maintenant, dans ma main, j'ai le verre qui est nettoyé de la saleté qu'il y avait dessus. Donc, en fait, j'ai nettoyé le vin en prenant le bon. C'est vrai que dans mon geste en relatif, je me suis arrangé pour faire tomber la saleté, mais il n'en reste pas moins que dans ma main, il reste le bon. Donc, c'est comme si, en fait, j'avais tiré le bon et que j'avais empêché le mauvais de venir avec. Donc, en 2 mots, quand vous avez une saleté dans un bouillon, dans une assiette, etc., n'ayez pas le réflexe, comme on a souvent, de prendre le couteau et d'enlever la saleté comme ça. Il faut prendre l'assiette et verser. Vous avez le droit de souffler un petit peu sur la saleté pour qu'elle aille sur le bord du verre. Parce que si elle doit faire toute la surface du verre, ça peut faire une grosse perte de liquide. Vous pouvez souffler doucement dessus, de telle sorte qu'elle se retrouve au bord du verre. Et après, vous versez un peu de liquide avec la saleté, et puis ça y est, le tour est joué. Voilà, donc c'est un conseil que Admor Hazaken donne. Donc, tâchez de faire en sorte
qu'on soit dans le cas de la halakha. Vous voyez encore une fois à quel point la Torah elle rentre dans les détails de notre vie. Et ça s'appelle Avodat Hashem, c'est qui est beau. Ça s'appelle Avodat Hashem. Hashem, il rentre dans tous les détails. Hashem, il est infini, parce qu'il est infiniment grand, il rentre dans l'infiniment petit. Et donc, qu'un juif fasse attention à ces choses-là, c'est comme j'expliquais au début du shiur, c'est un chesed de plus, c'est une mitzvah de plus. Et Hashem veut qu'on ajoute encore des mitzvot. Vous vous rendez compte un peu? Parce que j'ai épluché mon légume dans la demi-heure avant, plutôt qu'une heure avant, j'ai fait un acte de bonté, j'ai fait un grand mitzvah. J'ai accompli la volonté divine. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Vraiment, ressentir la chose que Hachem est content. Hachem, il est content. Vous connaissez tous le chant que Israël, Yismach Israël Beosav. Israël se réjouira avec celui qu'il a confectionné, avec Hachem. Pirouche et comme Israël, tout juif. Il doit se réjouir de la joie que Dieu il a, moi, le tout juif que je suis, je dois être content que je donne de la joie à Dieu, que Dieu est content quand je fais les mitzvot, quand je fais dire Batartonim, qu'on appelle une résidence divine dans ce bas monde. Cette résidence, on la fait quand on fait des mitzvot. Parce qu'on fait ce que veut Hachem. Et c'est ça le but de la création, faire ce que veut Hachem. Alors, si je comprends pourquoi Hachem est tellement macpide sur cette manière que j'ai de manger mon fruit, ça peut paraître un peu... Il faut beaucoup de réflexion, mais en tout cas, ça fait partie de notre émouna, le fil à l'émouna. C'est le mot on dit Ashream chez Kachalo. Heureux le peuple qui dit Kachalo, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? On passe notre vie à comprendre le pourquoi de la chose, à l'approfondir, la philosophie de la chose, mais finalement, à la fin, c'est les Ma'ala Menasechel, ça nous dépasse. Ashream, heureux le peuple chez Kachalo. Comme ça. Si je comprends, on n'est pas bête, Baruch Hashem, on est réputé pour être un peuple intelligent, mais notre intelligence, c'est savoir que notre intelligence est quand même limitée. Il faut aller au maximum de ce que l'on peut appréhender, mais après, c'est comme ça, Hashem il veut comme ça. Voilà donc, c'est ce que l'on voit dans Borer. Quand on fait des détails, je vous dis, après tellement de temps d'études, on rentre encore dans des petits détails, du type, est-ce qu'il y a Borer, par exemple? Et je vais terminer sur ça, je rentrerai plus dans les détails la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a Borer lorsque vous avez le même fruit, mais de couleurs différentes? Des prunes jaunes, des prunes rouges. Elles ont à peu près le même goût. Mais les postes qui me disent que les prunes noires ou rouges, c'est pas comme les prunes jaunes. Les rainettes, enfin tout ça. D'abord, le goût est un peu différent, la couleur est différente. Le fait qu'elles ont beau avoir le même nom, mais elles ont une structure, un goût, une couleur différente. Donc, c'est deux minimes, c'est deux espèces, les séparer, un problème de Borer. Donc, il faut répondre aux trois conditions évoquées déjà. Prendre celui que vous voulez manger, le bon, ochel mitoch absolet, avec la main, et pour le manger tout de suite, ou dans la demi-heure. Mais si tout est mélangé, vous commencez à faire plusieurs petits paquets, et les rainettes, et les rouges, et les noirs, et les jaunes, non, pas noir. Faire des paquets, c'est interdit. Pareil aussi, si je vous donne encore d'autres exemples, on verra surtout ces exemples. Imaginez que vous avez des petits morceaux de viande. Il y a de la viande panée et de la viande non panée. Vous n'aimez pas la viande panée. Donc, vous enlevez de votre assiette toute la viande panée, vous gardez la non panée. C'est Borer. Parce que puisque vous n'aimez pas la viande panée, même que c'est aussi de la viande, à l'origine c'est la même chose, mais comme elle a quelque chose de différent, elle a été panée, elle a un goût différent, donc l'enlever parce qu'elle ne vous plaît pas, c'est enlever quelque chose qui pour moi est obsolète, qui est en fait du mauvais, ce qu'on appelle du mauvais, interdit. Vous voyez? Vous avez du poulet avec de la viande mélangée, des morceaux de poulet. Vous n'aimez pas la viande, vous voulez que le poulet. Il ne faut pas enlever la viande, il faut prendre le poulet, il faut prendre le bon, ce qui est pour vous le bon, et ainsi de suite. Voilà, je vous donne, je vous jette plusieurs cas qui sont vraiment très fréquents et auxquels il faut faire extrêmement attention. Vous voyez? Voilà ce que nous demande la Torah. Donc, on va se quitter ce soir. Je vous souhaite à tous une Shavua Tov, une bonne semaine. Faites Hazara, faites réviser ce que l'on fait, prenez quelques notes. Sachez que vous pouvez réécouter le cours. Et je serai très heureux que vous ayez des nouvelles questions. De toute façon, J'ai une question à poser, Rab.
Ça me permet en même temps de les apprendre. Pardon? J'ai une question à poser. Allez-y. Une salade de fruits. Oui. Donc, il y a des fruits qui sont dans du jus. Dans du jus, d'accord? Dans de l'eau. Mhm. Maintenant, si j'enlève avec ma cuillère des fruits, mais sans prendre de l'eau, le jus, c'est boréal, ça? Vous les prenez pourquoi? Pour les manger tout de suite? Oui, oui, oui. Mais je sépare le fruit de l'eau. C'est comme je vais prendre la viande. Très bien. Les fruits que vous prenez maintenant, Oui. s'ils sont petits, ils sont Oui, mélangés oui. avec nous. Ils sont Ils mélangés sont avec mélangés, nous. oui. C'est des fruits, plusieurs fruits Donc, coupés en petits vous avez des morceaux. petits morceaux. Vous avez des Oui, petits morceaux de fruits oui, dans un jus. Donc, comme oui, j'ai dit tout à l'heure, des pois chiches dans un liquide, ça s'appelle mélanger. oui, Séparer le jus des petits morceaux de fruits, c'est boréal. Mais je vous ai dit que si on répond aux 3 conditions que je vais répéter, c'est permis, c'est dever hachila, sa manière de manger. Qui sont, vous prenez votre cuillère, vous oui, prenez le fruit que vous allez manger. Donc, vous êtes en train de prendre le bon et oui. laisser le mauvais. Voilà. Vous Oui, le faites avec la main ou avec une fourchette ou une cuillère, c'est oui, permis, oui, et vous le faites pour le manger tout de suite. Donc, il y a les oui. 3 conditions. Vous prenez le Voilà. bon du mauvais pour les manger tout de suite et avec la main. Donc, vous avez le droit. Par contre, Ah, si vous voulez maintenant enlever, disons le jus, vous n'aimez pas le jus. Voilà, il y a plein de jus oui, oui, dans. oui, oui. On dit, oh non, non, on m'enlève-moi tout ce jus, après je vais distribuer. Ça s'interdit parce que vous enlevez quelque chose que vous n'aimez pas, donc vous êtes en train d'enlever l'obsolète. Enlever l'obsolète, c'est interdit. D'accord. Mais le jus est considéré comme mélangé avec vos petits morceaux C'est ça, de de fruits. fruits. Donc, il y a boraire. Donc, il faut employer les méthodes permises. Et, s'il vous plaît, Oui. dans le cas où c'est le contraire, c'est-à-dire que la salade de fruits est faite et ça a laissé un jus et le jus, on veut le couler dans un verre et le consommer tout de suite. Est-ce que c'est possible? Attendez, les fruits, il n'y en a plus maintenant? Non, non, la salade de fruits a été faite Oui. et elle est en attente pour les invités, mais moi, Et vous avez une petite soif, vous voulez prendre le jus qui est dans le mélange, le mettre dans un verre et le boire. oui, Eh bien, vous allez employer la méthode qui permet, à savoir, vous allez répondre aux 3 conditions. Vous allez prendre donc la soupière qui contient la salade de fruits. oui, Si vous versez cette soupière dans un verre, donc vous êtes en train de quoi faire? Vous êtes en train de récupérer ce que vous voulez boire maintenant. oui, Donc vous êtes en train de récupérer le bon. oui. Vous ne faites pas avec un ustensile quelconque. Vous êtes en train de verser comme on verse normalement. Et vous avez l'intention de boire le jus dans la demi-heure qui suit. Donc vous répondez aux 3 conditions. Donc c'est cachère. D'accord, super, très bien. Voilà, vous avez compris. Merci. Allez, Très reste tout le monde. Hein? Oui, Je peux vous poser une petite question qui n'a rien à voir profitez-en, allez-y. pour Shabbat. Allez-y. Par exemple, c'est Shabbat et vous avez un ongle qui s'est un petit peu détaché, mais pas entièrement. Et qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut, on peut pas l'enlever, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il nous gêne et qu'il tombe tout seul, parce qu'après, avec les accros, il peut tomber. Ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de mettre autour de votre ongle qui est en train de se casser, mettre un petit peu un papier quelconque, un papier toilette, un truc comme ça, quelquefois on a des petits morceaux de coton à la maison qui sont déjà coupés, et le mettre dessus, ça protège, et jusqu'à temps que très rapidement, quand on ne fait pas attention, il va finir par tomber, parce qu'on le frotte, etc., il va finir par tomber de lui-même. Mais l'enlever, c'est problématique. Mais justement, on ne veut pas qu'il tombe de lui-même, parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui passe et qui peut être susceptible d'être enceinte. Oui, mais ça, vous n'êtes pas obligé de faire attention à ça, parce que s'il tombe de lui-même sans que vous fassiez attention, il ne fera pas de mal, ne vous inquiétez pas. Pas de problème. D'accord. Et on peut mettre du sparadrap, là, parce que c'est vrai que le coton, c'est pas Alors, top. Du sparadrap, vous avez le droit, mais il faudrait que je donne un chiot complet là-dessus. Vous n'avez pas le droit de faire coller le sparadrap sur lui-même. Parce que si vous le faites, vous le mettez autour du doigt, et ensuite le bout du sparadrap, le côté collant, il va se coller sur le sparadrap lui-même, ça s'appelle, c'est comme coudre, c'est une tolda de coudre. Ce que vous pourriez faire, ça paraît un peu compliqué techniquement, mais ce que vous pouvez faire, c'est coller le sparadrap, mais directement sur le doigt sans le faire venir sur lui-même.
Je ne Ah, sais pas si techniquement c'est possible, parce que tant que vous le collez sur le doigt, c'est permis. Ça ne s'appelle pas coudre avec le doigt. Mais si vous le rabattez sur lui-même, alors là, ça s'appelle comme si j'ai cousu les deux morceaux de sparadrap. Donc, c'est Ah, problématique. ok. Merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie, Koltoub. Bonne soirée à tout le monde. À vous Et aussi. Bonne semaine. à l'année prochaine. Je vois Tov. Koltoub, Gérard, à bientôt. Des bonnes nouvelles, à très bientôt. Razak. Bezat Hashem.